Emmanuel Macron, le dirigeant actuel de la France, est un sujet de débat depuis son élection en 2017. Les gens ont des opinions différentes sur lui et sa façon de diriger le pays. Certains pensent qu'il est un grand réformateur, tandis que d'autres pensent qu'il ne comprend pas ce dont les Français ont besoin. Dans cette vidéo, nous allons explorer les liens d'Emmanuel Macron avec l'élite ainsi que les allégations de corruption et de scandale. Nous allons également discuter de ces réformes controversées du travail, des retraites, de l'immigration et des impôts, ainsi que des manifestations des Gilets jaunes qui ont éclaté en réponse. De plus, nous examinerons les déclarations de Macron sur l'islam et leur impact sur le discours public. Et nous allons également en apprendre davantage sur la réforme des pensions. Nous allons également étudier d'autres réformes et controverses. Avant de commencer la vidéo, nous vous rappelons gentiment de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. En vous y abonnant, vous serez informé de nos dernières mises en ligne et ne manquerez pas notre contenu précieux. Certaines personnes croient qu'Emmanuel Macron est une marionnette des Rothschild en raison de son ancien emploi à la banque d'investissement Rothschild & Co. et de ses politiques pro-entreprise en tant que président de la France. Cependant, il n'existe aucune preuve pour étayer cette affirmation. Mais de nombreuses critiques soutiennent que ses politiques pro-entreprise en tant que président de la France sont la preuve qu'il est en contact avec l'élite mondiale et qu'il est contrôlé par elle. Et quelles sont ces politiques ? Je vous en informerai davantage dans la vidéo. Macron a travaillé comme banquier d'investissement pour Rothschild, ce qui en a fait une cible de critique à la fois de la gauche et de la droite. Certaines personnes de gauche ne l'apprécient pas parce qu'elles le considèrent comme trop amical envers l'établissement des affaires, tandis que certaines personnes de droite le voient comme un représentant de l'élite mondialiste. De nombreuses critiques affirment que ces politiques favorisent les riches et les multinationales aux dépens des citoyens français, travailleurs de la classe moyenne. En 2017, le président français Emmanuel Macron a aboli l'impôt sur la fortune, ce qui, selon certains rapports, a bénéficié davantage aux riches qu'aux classes moyennes ou inférieures. La réduction d'impôt était estimée à coûter 3,2 milliards d'euros par an, dont 70% de bénéfices revenant aux 1% de personnes les plus riches. Les 1% des personnes les plus riches en France verraient leur facture fiscale réduite en moyenne de 7 700 € par an. En conséquence, les revenus des 1% des ménages les plus riches en France ont augmenté de 5,9% en 2018, tandis que les 20% les plus pauvres n'ont vu leurs revenus augmenter que de 0,8%. Selon certains rapports, Bernard Arnault, le PDG de la société de produits de luxe LVMH, économiserait environ 4 millions d'euros par an en raison de la réduction d'impôts. Certaines personnes ont critiqué cela comme un cadeau aux riches. Un autre exemple est Liliane Bettencourt, l'héritière de l'empire des cosmétiques L'Oréal, qui aurait été l'une des principales bénéficiaires de la réduction de l'impôt sur la fortune. Selon Forbes, la valeur nette de Bettencourt a augmenté de 1,5 milliard de dollars en 2017, en partie grâce à la réduction de l'impôt. Thomas Piketty, un éminent économiste français et critique de l'inégalité, a qualifié la réforme de « erreur historique ». Piketty a soutenu que la réforme ne profitera qu'aux 10% des plus riches des contribuables français, tout en augmentant la charge fiscale sur la classe moyenne. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi l'abolition de l'impôt sur la fortune a suscité une telle agitation. Bien que certains puissent déjà comprendre, je vais brièvement expliquer pourquoi cette décision a créé autant de controverses. L'abolition de l'impôt sur la fortune en France a empêché le gouvernement de percevoir des impôts des riches qui auraient pu être utilisés pour financer des services publics importants tels que les soins de santé et l'éducation. Ces recettes fiscales auraient pu contribuer à réduire les inégalités de revenus en redistribuant les revenus aux moins privilégiés, en améliorant leurs chances de progresser dans l'échelle économique grâce à des initiatives de formation professionnelle et d'éducation. Cela aurait également pu réduire les déficits budgétaires du gouvernement et potentiellement éviter des coupes dans les services publics à l'avenir. Les politiques fiscales. Le gouvernement de Macron a été accusé d'accorder des allègements fiscaux aux sociétés multinationales tout en imposant des mesures d'austérité au grand public. Par exemple, en 2019, il a été rapporté que Google avait accepté de verser 1 milliard d'euros, soit 1,1 milliard de dollars, au gouvernement français pour régler un différend fiscal.
De même, en 2020, Facebook a annoncé qu'il payerait 106 millions d'euros, soit 125 millions de dollars, d'arriérés d'impôts au gouvernement français. Certaines personnes critiquent les accords conclus par des entreprises telles que Google et Facebook avec le gouvernement français concernant les différends fiscaux. Ils estiment que ces accords ne résolvent pas la cause profonde des entreprises qui évitent les impôts et que les entreprises ne font que payer l'accord pour éviter une publicité négative et des poursuites judiciaires sans apporter de changements significatifs à leurs pratiques fiscales. En gros, les critiques soutiennent que ces accords ne suffisent pas à résoudre le problème de l'évitement fiscal des entreprises. Des changements plus profonds et plus fondamentaux sont nécessaires pour véritablement aborder le problème de l'évitement fiscal des entreprises. Les réformes fiscales de Macron ont inclus une réduction du taux d'imposition des sociétés de 33,3% à 25% sur une période de 5 ans. Selon un rapport de l'Observatoire économique français, cette réduction d'impôts profiterait principalement aux grandes entreprises avec 57% des avantages allant aux 1% des plus grandes entreprises françaises. En revanche, le bas de la liste des 50% des entreprises françaises ne verrait qu'une réduction de 6% de leurs charges fiscales. Un autre exemple d'accusation portée contre le gouvernement de Macron pour favoriser les grandes entreprises et les riches est la controverse entourant la privatisation des aéroports de Paris. En 2019, le gouvernement français a vendu sa participation restante de 50,6% dans la société qui exploite les aéroports de Paris, Aéroports de Paris, ADP, à un consortium d'investisseurs pour 8,8 milliards d'euros. En fait, en 2018, ADP a généré un chiffre d'affaires total de 4,48 milliards d'euros et un bénéfice net de 610 millions d'euros. Et en 2019, ADP a généré un chiffre d'affaires total de 4,7 milliards d'euros et un bénéfice net de 590 millions d'euros. Ces chiffres suggèrent que l'entreprise était rentable et ne causait pas de pertes financières pour le gouvernement. Avant la vente de l'aéroport de Paris, le gouvernement français recevait les bénéfices générés par l'entreprise et allouait ses fonds aux dépenses publiques au profit des citoyens français. Cependant, avec la vente de l'ADP à une entreprise privée, les bénéfices générés par l'aéroport iront désormais dans les poches de l'entreprise et non directement au gouvernement. Cependant, il n'est pas clair pour le moment quels seront les effets à long terme de cette vente. Les critiques ont affirmé que la vente était un cadeau aux investisseurs privés et que le gouvernement avait sous-évalué l'entreprise. Un article du Guardian de mars 2019 citait Philippe Martinez, le leader du syndicat CGT, affirmant que la vente était une catastrophe et qu'elle entraînerait des prix plus élevés, des salaires plus bas et moins d'emplois. La crise du logement à Paris est un problème qui persiste depuis des années. Les critiques ont affirmé que les politiques du président Emmanuel Macron ont aggravé la situation, bénéficiant aux riches tout en négligeant les besoins des pauvres. Les preuves montrent que le coût moyen d'un mètre carré de logement à Paris est passé de 7 000 € en 2017 à plus de 11 000 € en 2021, ce qui représente une augmentation de 57%. C'est une hausse considérable, étant donné que le revenu médian des ménages de la région parisienne est d'environ 2 300 € par mois. Une étude réalisée en 2018 a révélé que 23% des propriétés résidentielles à Paris étaient détenues par des particuliers fortunés ou des entreprises qui possédaient plus d'une propriété. Cela signifie que certaines personnes et entreprises possèdent trop de propriétés, ce qui peut rendre difficile pour les plus pauvres de trouver un logement, car cela fait augmenter les prix des logements. Les critiques disent qu'il n'est pas juste de permettre aux personnes riches et aux entreprises de détenir de nombreuses propriétés sans subir de conséquences. Selon Bloomberg, au cours de la dernière décennie, 10 000 Parisiens ont quitté la ville chaque année en raison de la hausse des prix de l'immobilier. De plus, Euronews a rapporté qu'en 2023, le nombre des sans-abri en France avait atteint 330 000. Macron a également cherché à réduire le bénéfice budgétaire et la dette en réduisant les dépenses publiques et en augmentant les impôts. Bien que ces politiques visent à stabiliser les finances de la France à long terme, elles ont été considérées par beaucoup comme affectant de manière disproportionnée les classes inférieures et moyennes. Par exemple, son gouvernement a augmenté les taxes sur le carburant diesel,
largement utilisé par les conducteurs des zones rurales et la classe ouvrière, ce qui a entraîné des protestations du mouvement des Gilets jaunes fin 2018. Selon des rapports, une augmentation prévue de la taxe sur les carburants en France a rendu le diesel et l'essence plus chers. Le diesel passant de 6,5 centimes d'euros par litre et l'essence à 2,9 centimes d'euros par litre. L'augmentation de la taxe sur les carburants aurait eu un impact proportionnellement plus important sur les ménages à faible revenu qui auraient perdu 1,4% de leur pouvoir d'achat par rapport aux ménages à revenus élevés qui n'auraient perdu que 0,4%. Les résidents ruraux, qui dépendent davantage des voitures et des camions pour se déplacer, auraient été plus durement touchés par l'augmentation de la taxe en raison du manque d'options de transport en commun et des distances plus longues entre les destinations. Le diesel est souvent préféré par les ménages à faible revenu et les résidents des zones rurales, car il est plus économique en carburant et moins cher que l'essence. Environ 80% du diesel est utilisé pour le transport et environ 75% des utilisateurs de diesel gagnent moins de 2 500 € par mois. Cela signifie que l'augmentation de la taxe sur les carburants aurait affecté de manière disproportionnée ces groupes de personnes, rendant plus difficile pour eux de supporter le coût des transports. Les manifestations des Gilets jaunes en France ont reflété une frustration croissante envers les politiques économiques du président Macron, perçues comme favorisant les riches et les entreprises au détriment des pauvres et de la classe moyenne. Les protestations ont également été perçues comme faisant partie d'une tendance plus large de montée du populisme et de la politique d'extrême droite en France et ont mis en évidence les défis liés à la mise en œuvre des réformes économiques perçues comme injustes. En France, il y a eu des allégations de brutalité policière, en particulier dans les banlieues en dehors des grandes villes. Cependant, la question a attiré davantage l'attention pendant le mouvement de protestation des Gilets jaunes qui a commencé en octobre 2018. Selon les chiffres officiels, plus de 11 000 personnes ont été blessées lors des manifestations, y compris des policiers. Entre novembre 2018 et juin 2019, de 10 à 25 personnes sont mortes en relation avec les manifestations, bien que toutes n'aient pas été directement liées aux actions de la police. Les blessures allaient de simples ecchymoses à des blessures graves, telles que la perte de membres ou de la vue, ce qui indique une situation grave lors des manifestations. Des préoccupations ont été soulevées concernant la brutalité policière et l'utilisation de la force excessive. Le gouvernement français a annoncé qu'il accordera une prime à 110 000 policiers et militaires qui ont aidé à maintenir l'ordre lors des manifestations des Gilets jaunes en 2018. La prime aurait coûté 33 millions d'euros, soit environ 37,5 millions de dollars américains. Les réformes du marché du travail visent à faciliter la création d'emplois pour les employeurs, mais elles peuvent être controversées car elles peuvent avoir un impact négatif sur la sécurité de l'emploi et les conditions de travail des employés. Les gouvernements peuvent introduire des mesures telles que des licenciements plus faibles, une réduction du pouvoir des syndicats du travail et une relaxation de la réglementation sur les salaires et les heures de travail. Les partisans de ces mesures soutiennent qu'elles stimulent la création d'emplois et attirent les investissements. Cependant, les critiques soutiennent que les réformes du marché du travail peuvent nuire aux travailleurs en facilitant le licenciement sans motif, en affaiblissant le pouvoir de négociation des syndicats du travail pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail et en entraînant une course vers le bas. Selon les rapports du ministère du Travail français, le taux de chômage en France est passé de 8,5% en 2017, année de l'investiture de Macron, à 9,0% en 2021. Cependant, le taux de chômage en France est passé de 7,2% au quatrième trimestre de 2022, représentant une baisse significative par rapport au taux de 9,0% en 2021. L'Allemagne et l'Espagne ont mis en œuvre des réformes du travail similaires en janvier 2003 et 2010 respectivement. Ces réformes ont eu des impacts à la fois positifs et négatifs. Un impact positif est que le taux de chômage dans les deux pays a considérablement diminué, celui de l'Allemagne passant de 11,9% en 2005 à 3,1% en 2019, et celui de l'Espagne diminuant de 26,3% en 2013 à 14,1% en 2019. Jetons un coup d'œil aux impacts négatifs des réformes du marché du travail en Allemagne et en Espagne. Augmentation des salaires bas. Selon un rapport de l'Office fédéral de la statistique allemand,
la proportion d'employés gagnant des salaires bas, moins de 2/3 du salaire médian, est passée de 20,3% en 1995 à 22,5% en 2015. En Allemagne, le coefficient de Gini est passé de 0,25 en 2005 à 0,30 en 2015, ce qui indique une augmentation de l'inégalité des revenus. Les 40% des plus pauvres en Allemagne ont connu une baisse des revenus réels entre 1995 et 2015, selon l'Office fédéral allemand de la statistique. En Espagne, le coefficient de Gini est passé de 0,30 en 2006 à 0,34 en 2018, ce qui reflète un élargissement de l'écart de revenus. Vous devez vous demander ce qu'est ce coefficient de Gini. Le coefficient de Gini est une mesure statistique de la préparation des revenus. C'est un nombre entre 0 et 1 où 0 représente l'égalité parfaite, tout le monde a le même revenu, et 1 représente l'inégalité parfaite. Une seule personne a tous les revenus. Un coefficient de Gini de 0,5 ou plus est généralement considéré comme indiquant un niveau élevé d'inégalité des revenus. La réduction du pouvoir de négociation collective des travailleurs. Le taux de syndicalisation en Allemagne est passé de 28,6% en 1991 à 15,6% en 2019, selon la Confédération allemande des syndicats. La part des travailleurs temporaires en Allemagne est passée de 6,8% en 2003 à 12,8% en 2019, selon les données d'Eurostat. En Espagne, la proportion de travailleurs couverts par les accords de négociation collective est passée de 74,1% en 2008 à 62,4% en 2018 selon Eurofound. Pression sur le système de protection sociale. En Allemagne, la proportion de travailleurs recevant des prestations sociales est passée de 7,6% en 1998 à 12,7% en 2018 selon les données d'Eurostat. En Espagne, la proportion de travailleurs couverts par des prestations de chômage est passée de 56,4% en 2008 à 45,4% en 2018 selon Eurofound. L'augmentation des emplois peu rémunérés et précaires a conduit à une dépendance accrue des systèmes de protection sociale, ce qui met une charge sur le système fiscal du pays. Vous devez vous demander comment les systèmes de protection sociale mettent une charge sur le système fiscal du pays. Par exemple, en Allemagne, le nombre de personnes recevant le Hartz IV, une prestation sociale pour les chômeurs, est passé d'environ 5 millions en 2005 à 6,8 millions en 2019. Cette augmentation des bénéficiaires a conduit à une augmentation des dépenses du programme qui a été partiellement financée par les recettes fiscales. De même, en Espagne, le nombre de personnes recevant des prestations de chômage est passé de 1,8 million en 2007 à 3,3 millions en 2013, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses en matière de programmes de protection sociale et un poids plus important sur le système fiscal. En février 2022, environ 2,2 millions de personnes recevaient des prestations de chômage en Espagne. Ce chiffre est en baisse par rapport au pic de 3,3 millions en 2013. Ces dernières années, la France a connu une montée du sentiment anti-établissement en raison de la perception d'élitisme et de détachement de l'élite politique. Ce sentiment de déconnexion a alimenté la rancœur et la croissance des mouvements populistes. De nombreux Français estiment que leurs dirigeants politiques sont déconnectés des réalités de leur vie quotidienne et plus préoccupés par leur propre pouvoir et prestige. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a été impliqué dans plusieurs scandales de corruption. L'un des plus remarquables a été l'affaire Benalla en 2018, où l'un des principaux collaborateurs de sécurité de Macron a été trouvé coupable d'avoir agressé des manifestants lors d'une manifestation du 1er mai. D'autres scandales ont impliqué des membres du gouvernement de Macron utilisant leur position pour bénéficier à eux-mêmes ou à leur famille, comme Richard Ferrand, qui a obtenu une affaire immobilière pour sa femme, et François de Rugy, qui a utilisé des fonds publics pour payer des dîners coûteux et des rénovations. En 2020, il y avait des allégations selon lesquelles l'ancien PDG d'une grande compagnie d'assurance française appelée AXA avait trop d'influence sur le gouvernement d'Emmanuel Macron. On a dit que le PDG d'AXA, Henri de Castres, avait donné de l'argent à la campagne électorale de Macron et avait aidé ses anciens employés à obtenir de bons emplois dans le gouvernement. Cela a fait craindre à certaines personnes que les grandes entreprises et le gouvernement travaillaient ensemble de manière trop étroite. Mais AXA a nié les allégations
Et le bureau de Macron a déclaré dans un communiqué que le président n'avait jamais reçu de contribution financière de la part de Castres ou d'AXA. Ces scandales ont entaché la réputation de Macron et ont suscité des préoccupations quant à l'intégrité et à la responsabilité de son gouvernement. Un sondage de 2019 réalisé par Ipsos, une agence de sondage française, a révélé que 67% des Français pensent que le système politique est corrompu et que 83% estiment que les dirigeants politiques servent davantage les intérêts des riches que de la population en général. Un rapport de l'agence statistique française INSEE en 2021 a montré qu'en France, les 10% des plus riches gagnent environ 28% du revenu national et les 50% des plus pauvres gagnent environ 25%. Cela signifie que l'inégalité des revenus n'a pas beaucoup changé ces dernières années. Cependant, en ce qui concerne la richesse, les 10% des ménages les plus riches possèdent près de la moitié, 47% de la richesse totale en France. Un autre rapport publié par Oxfam en 2020 a révélé que la richesse des milliardaires français avait augmenté de 30% en seulement une année, tandis que la richesse de la moitié la plus pauvre de la population avait diminué de 7%. Pendant la présidence d'Emmanuel Macron, certaines personnes ont critiqué sa relation avec les médias. Ils disent qu'il essaie de contrôler et de manipuler la presse pour se faire paraître lui-même et son gouvernement sous un jour favorable. Macron évite souvent des interviews directes et préfère donner des discours et des conférences de presse scénarisées, ce qui, selon les critiques, lui permet d'éviter les questions difficiles et de présenter une image qu'il souhaite. Lors d'une interview, Abel Mestre, un journaliste travaillant pour Le Monde, a critiqué Emmanuel Macron pour son verbiage et son évitement de donner des réponses claires aux questions posées. Mestre a également souligné que l'interview d'Emmanuel Macron avait été fortement éditée et que certaines de ses réponses avaient été raccourcies ou supprimées entièrement, ce qui a suscité des inquiétudes quant au fait que les réponses du président étaient sélectionnées et contrôlées pour présenter une image favorable de lui-même et de ses politiques. De plus, le gouvernement de Macron a été accusé de chercher à influencer la couverture médiatique en refusant l'accès à certains événements ou informations aux journalistes critiques envers le gouvernement. Certains journalistes ont également accusé le gouvernement de faire pression sur les médias pour limiter la couverture de certains sujets ou questions. En 2019, le gouvernement de Macron a été critiqué pour avoir prétendument bloqué l'accréditation de certains journalistes du média Mediapart, qui avait publié plusieurs articles critiques envers le président et ses politiques. Le gouvernement a nié les accusations, mais plusieurs organisations médiatiques ont exprimé leurs préoccupations concernant l'incident. En 2020, The Guardian a rapporté que le gouvernement français avait été accusé de faire pression sur un journal appelé Le Monde pour supprimer un article critique sur la manière dont Macron gérait la Covid-19. Un porte-parole du gouvernement a contacté le rédacteur en chef du journal et lui a demandé de retirer l'article, ce qu'il a fait. Cela a fait craindre aux gens que le gouvernement français ne laisse pas la presse dire ce qu'elle veut. Le gouvernement de Macron a également été accusé d'utiliser les réseaux sociaux pour manipuler l'opinion publique et contourner les canaux médiatiques traditionnels. Par exemple, le gouvernement a été critiqué pour avoir utilisé des bots et des faux comptes pour promouvoir des messages positifs sur Macron et ses politiques sur les plateformes des médias sociaux. Par exemple, en 2017, l'équipe de campagne présidentielle de Macron a interdit à 2 grands journaux, Mediapart et Le Canard enchaîné, d'assister à une conférence de presse. L'équipe de campagne a accusé les journaux de propager des fausses nouvelles et de favoriser l'opposante de Macron, Marine Le Pen. En 2018, le gouvernement de Macron a proposé une nouvelle loi qui ferait de la publication de fausses nouvelles pendant les campagnes électorales une infraction pénale. Les critiques ont argumenté que la loi pourrait être utilisée pour faire taire une critique légitime du gouvernement et restreindre la liberté d'expression. En 2019, le gouvernement de Macron a été accusé de vouloir contrôler les médias en nommant un nouveau PDG pour le diffuseur public France Télévisions. Les critiques ont fait valoir que le gouvernement cherchait à exercer une influence indue sur le diffuseur et à compromettre son indépendance. En 2020, le gouvernement de Macron a été critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19, certains accusant le gouvernement de censurer l'information et de réprimer la critique. Le gouvernement a été accusé de minimiser la gravité de la crise et de ne pas fournir d'équipements de protection adéquats pour les travailleurs de la santé. En 2021,
Macron a été accusé d'essayer de manipuler la presse en organisant une révolution privée avec un groupe de journalistes. Le journal français Libération a rapporté que la réunion privée en question s'est tenue le 28 janvier 2021 au Palais de l'Élysée, la résidence officielle du président français. La réunion a été suivie par un groupe restreint de journalistes, environ 20, dont certains étaient connus pour être favorables à l'administration de Macron. Le journal français Libération a déclaré que la réunion n'avait pas été annoncée à l'avance et que certains journalistes critiques envers le gouvernement n'ont pas été invités à y assister. Les critiques ont soutenu que la réunion était une tentative de contrôler la narration autour de la présidence de Macron et d'influencer la couverture médiatique. En réponse à la controverse, l'Élysée a publié une déclaration défendant la réunion, affirmant qu'il s'agissait d'une occasion pour le président d'échanger avec les journalistes dans un contexte à la fois confidentiel et franc. La perception selon laquelle Macron avait peu d'expérience politique avant de devenir président a conduit certains à remettre en question ses qualifications pour le rôle. En effet, Macron n'avait jamais occupé de poste électif avant d'être nommé ministre de l'économie. Et l'une des critiques les plus vocales du manque d'expérience de Macron avant de devenir président était Marine Le Pen, son adversaire lors de l'élection présidentielle de 2017. Le Pen, la dirigeante du parti d'extrême droite Front National, a fréquemment attaqué les références de Macron et l'a accusé d'être un costume vide sans conviction politique réelle. Marine Le Pen a déclaré « Je suis la seule candidate ayant de l'expérience en tant qu'élue. Mon adversaire n'a pas d'expérience, pas de projet, pas d'idéologie. » Certes, Marine Le Pen aurait dit cela parce qu'elle était l'opposante de Macron. Mes amis, Emmanuel Macron est devenu président de la France à l'âge de 39 ans, ce qui est considéré relativement jeune pour ce poste. En général, les présidents français sont plus âgés, avec un âge moyen de 52 ans lorsqu'ils sont élus. Par exemple, Charles de Gaulle avait 68 ans lorsqu'il a été élu président. Georges Pompidou avait 56 ans. François Mitterrand avait 64 ans. Jacques Chirac avait 62 ans. Nicolas Sarkozy avait 52 ans et François Hollande avait 57 ans. Ils ont passé 20 à 30 ans avant d'être élus président. Marine Le Pen, quant à elle, a 54 ans et elle a passé plus de 30 ans dans la politique. En revanche, Emmanuel Macron n'avait passé que 4 ans en politique avant d'être élu président de la France. Malgré sa carrière politique relativement courte, il a réussi à remporter l'élection présidentielle en mai 2017 et est devenu le plus jeune président de l'histoire française. En conséquence, certains médias français ont également critiqué le manque d'expérience de Macron. Mais un éditorial publié dans Le Figaro en 2016, le journaliste politique Paul-Henri Dulembert a écrit que Macron était trop jeune, trop inexpérimenté et trop déconnecté du peuple français pour être un candidat sérieux à la présidence. Lors d'une interview avec le Financial Times en 2018, Macron lui-même a reconnu des critiques portant sur son manque d'expérience, mais a argumenté que son statut d'outsider était un atout. Emmanuel Macron a déclaré « Je n'ai pas de parti, pas de famille et pas de clan. Je dois tout construire à partir de zéro. Je dois convaincre les gens de mes idées et c'est un véritable défi. Mais c'est aussi une opportunité. » Les commentaires d'Emmanuel Macron sur l'islam et les mesures anti-radicalisation proposées par son gouvernement ont suscité des controverses et des critiques, tant en France qu'à l'étranger. En octobre 2020, le leader de la France, Macron, a prononcé un discours dans lequel il a parlé de ses projets pour lutter contre le séparatisme islamique en France. Il a déclaré qu'il voulait créer une version de l'islam en France compatible avec les valeurs françaises et que certaines personnes tentaient de créer une société allant à l'encontre de ces valeurs. Certaines personnes ont pensé que cela signifiait qu'il suggérait que tous les musulmans en France pouvaient représenter un danger pour la sécurité et les croyances du pays. Macron a suggéré quelques façons d'empêcher les gens de devenir radicalisés, telles que être plus strict sur l'origine des financements des mosquées et fermer les écoles religieuses qui enseignent des croyances extrêmes. Cependant, certaines personnes ont estimé que ces idées se concentraient de manière injuste sur les musulmans et leur enlevaient leur liberté religieuse. Ils craignaient que ces mesures puissent faire sentir aux musulmans qu'ils ne sont pas acceptés en France et pourraient conduire à une discrimination par le gouvernement. Mais pourquoi Emmanuel Macron parle-t-il contre l'islam ? Vous vous demandez peut-être.
Il y a eu plusieurs événements qui se sont produits avant le discours de Macron et qui ont contribué à ses préoccupations concernant le séparatisme islamique en France. En octobre 2019, un homme radicalisé a tué 4 policiers à Paris lors d'une attaque au couteau. En septembre 2020, un homme a attaqué 2 personnes avec une machette devant les anciens bureaux du magazine satirique Charlie Hebdo qui avait précédemment publié des caricatures du prophète Mohammed. Mais la question doit vous venir à l'esprit. Pourquoi ces personnes musulmanes ont-elles fait cela? L'homme qui a attaqué l'ancien siège de Charlie Hebdo était contrarié que le prophète Mohammed ait été représenté dans des dessins animés, ce qu'il considérait comme insultant et blasphématoire. Et cela est vrai, non seulement en France, mais dans de nombreux autres pays. Toute personne qui insulte ou parle mal du prophète Mohammed sera sans aucun doute tuée ou victime d'une tentative de meurtre. Je sais que ce genre de comportement est choquant et bouleverse beaucoup de gens. Mais les musulmans sont très sérieux en ce qui concerne leur foi et veulent protéger l'honneur de leur prophète. Malgré le fait qu'ils savent que cela peut leur coûter cher, que la police et le gouvernement ne les épargneront pas et que leur vie peut être ruinée. Selon les rapports, le terroriste, identifié comme Zahir Hassan Mahmoud, de nationalité pakistanaise, a visé 2 personnes travaillant pour une société de production qui partage le même immeuble que Charlie Hebdo. Et l'homme qui a tué les policiers en octobre 2019 était Michael Harpon, un spécialiste en informatique qui avait travaillé pour la police française pendant plusieurs années. Il a mené l'attaque avec le couteau et a tué 4 de ses collègues avant d'être abattu par la police. Selon diverses sources d'informations, Michael Harpon, l'homme qui a tué 4 de ses collègues policiers à Paris, s'était converti à l'islam environ 10 ans avant l'attaque. Il était devenu de plus en plus isolé de la société et avait exprimé son soutien à l'attaque contre Charlie Hebdo en 2015. Il est important de noter que tous les détails sur l'attaque et les motivations de Harpon n'ont pas été entièrement confirmés ou compris. Il n'est donc pas entièrement clair pourquoi Michael Harpon a attaqué. À ce stade, je me souviens d'une vidéo de Andrew Tate dans laquelle il a déclaré qu'il était impossible de critiquer des convictions religieuses des musulmans ou leur prophète Mohammed. Andrew Tate a maintenant embrassé l'islam et est lui-même devenu musulman. Les tentatives de son gouvernement de réformer le système éducatif ont rencontré une résistance de la part des syndicats d'enseignants et d'autres groupes qui argumentent que cela nuit à la qualité de l'éducation en France. Le plan du président Emmanuel Macron visant à changer le système éducatif en France, notamment la formation professionnelle et l'examen du baccalauréat, a rencontré une forte opposition de la part des syndicats d'enseignants, des parents et des élèves. Les syndicats d'enseignants ont argumenté que le nouveau baccalauréat, qui constitue une grande partie des changements, rendrait les enseignants moins indépendants et augmenterait le stress et les inégalités pour les élèves. Dans une enquête menée auprès des lycéens français, 68% des répondants ont déclaré être préoccupés par la difficulté du nouvel examen. De plus, 60% ont déclaré penser que le nouvel examen augmenterait le stress chez les élèves. En juin 2019, France 24 a rapporté que des étudiants et des parents ont protesté dans de nombreuses régions de France contre les réformes, affirmant qu'elles rendront le système éducatif plus stressant et moins bienveillant. Malgré les critiques, le président Macron continue de soutenir les changements. Il croit qu'ils sont importants pour améliorer l'éducation en France et aider les élèves à faire face aux défis du monde d'aujourd'hui. Selon une étude du ministère français de l'Éducation nationale, les élèves des lycées professionnels consacrent moins de temps aux matières académiques telles que les mathématiques, les sciences et l'histoire que les élèves des lycées généraux ou techniques. Cela peut limiter leur exposition à une large gamme de sujets et d'idées. Et Marine Le Pen également soutient la formation professionnelle. Je peux comprendre que vous puissiez ressentir de la sympathie pour les étudiants français qui ont été affectés négativement par la réforme de l'éducation et qui ont fait face à une opposition au changement. Cependant, il est important de se rappeler que tout le monde n'était pas contre les changements et que tout le monde n'était pas non plus en faveur d'eux. Différentes personnes avaient des opinions différentes à ce sujet. Mais, mes amis, des pays tels que l'Allemagne, l'Australie et le Japon l'avaient déjà mis en œuvre avant la France. Et les résultats de la formation professionnelle ont été très positifs. Et, mes amis, chaque réforme peut avoir des avantages et des inconvénients. Que pensez-vous de cela? Dites-le nous en laissant un commentaire. En novembre 2020, la police française a évacué un camp de migrants à Calais, qui abritait environ 2000 migrants et réfugiés de pays différents, notamment l'Afghanistan, le Soudan et la Syrie.
Le camp existait depuis plusieurs années. Il était devenu un symbole de la crise continue des réfugiés en Europe. À la suite de l'évacuation, des groupes de défense des droits de l'homme tels que Amnesty International, Human Rights Watch et Médecins sans frontières ont documenté des cas de brutalité policière, de harcèlement et de détention arbitraire de migrants et de réfugiés. Par exemple, dans un rapport publié en décembre 2020, Amnesty International a documenté des cas de recours à la force excessive par la police française contre les migrants et les réfugiés lors de l'évacuation. Le rapport indiquant que les policiers ont utilisé du gaz lacrymogène, du spray au poivre et des matraques pour forcer les migrants à quitter leurs abris et ont fait usage de balles en caoutchouc contre ceux qui résistaient. Les migrants ont été battus avec des matraques alors qu'ils fuyaient la zone et certains ont été frappés ou jetés des pierres par des membres du public. Chers amis, je suis sûr que vous avez à l'esprit les raisons pour lesquelles les immigrants d'Afghanistan, de Syrie et d'Irak sont venus en France. L'instabilité et les combats constants dans cette région ont contraint des millions de personnes à quitter leur domicile. La politique de réduction du nombre de fonctionnaires signifie que le gouvernement réduit le nombre de personnes travaillant dans le secteur public, ce qui inclut des emplois tels que les enseignants, les médecins, les infirmières et autres travailleurs du gouvernement. Cette réduction du nombre de travailleurs pourrait signifier que les services publics, tels que les soins de santé, l'éducation et les services sociaux, pourraient ne pas avoir suffisamment de personnel pour fournir le même niveau de service qu'auparavant. Cela pourrait entraîner des temps d'attente plus longs, une surpopulation et une diminution de la qualité des services fournis. La politique vise à réduire la taille du secteur public français en supprimant 120 000 emplois de la fonction publique d'ici 2022. Cela permettra d'économiser 66 milliards d'euros pour le gouvernement. Et le gouvernement a déclaré que nous utiliserons tout l'argent pour réduire le déficit budgétaire. Tu dois te demander ce qu'est le déficit budgétaire. Un déficit budgétaire se produit lorsque le gouvernement dépense plus d'argent qu'il en collecte en revenus. Par exemple, si un gouvernement collecte $100 en impôts mais dépense $120 pour diverses dépenses, il a un déficit budgétaire de $20. Cela signifie que le gouvernement a dû emprunter $20 pour couvrir les dépenses qu'il ne pouvait pas payer avec l'argent qu'il avait. Selon les données du ministère de l'Économie et des Finances français, le déficit budgétaire pour 2021 était estimé à environ 220 milliards d'euros, soit 9,1% du PIB, en raison des effets continus de la pandémie sur l'économie. Cependant, selon la dernière annonce, la France a réduit son déficit budgétaire pour 2022 à 3,3% du PIB. C'est une amélioration par rapport à l'année précédente, indiquant une tendance positive vers la réduction du déficit budgétaire. Mais, mes amis, réduire le nombre de fonctionnaires peut avoir un impact sur le chômage et l'économie. En 2019, la France a connu une grève nationale des travailleurs de la santé, y compris les médecins et les infirmiers, qui protestaient contre les pénuries de personnel, les mauvaises conditions de travail et le manque de ressources. En 2019, de nombreux postes étaient disponibles dans les hôpitaux et cliniques de toute la France, mais personne n'avait été embauché pour les occuper. Cela était particulièrement vrai pour les postes d'infirmiers pour lesquels il y avait 30 000 postes vacants. En conséquence, les travailleurs de la santé, comme les infirmiers, ont dû travailler davantage, ce qui les a rendus très fatigués et rendait plus difficile pour eux de prendre soin des patients correctement. Une infirmière qui a participé à la grève a expliqué qu'elle avait dû travailler pendant 12 heures sans pause, ce qui l'a rendue très fatiguée tout le temps. Et une enquête menée par le syndicat national des professionnels infirmiers a révélé que plus de 90% des infirmiers en France ont signalé au moins un problème de santé lié à leur travail, comme des douleurs dorsales ou du stress. Des problèmes similaires ont été rencontrés par les travailleurs du secteur public qui comprennent des emplois tels que des enseignants, des médecins et d'autres employés du gouvernement. Réduire le nombre de fonctionnaires peut avoir à la fois des effets positifs et négatifs sur le chômage et l'économie. Récemment, j'ai vu sur Instagram des vidéos choquantes montrant des affrontements violents dans ce qui semblait être un pays en guerre comme la Syrie ou le Liban. Cependant, à ma grande surprise, j'ai appris que c'était en réalité à Paris. La situation était si grave que plus de 500 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent et plus de 100 policiers ont été gravement blessés. Pourquoi les gens sont-ils si en colère ? La France est actuellement en train de mettre en place des réformes des pensions qui vont augmenter l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans. Cela signifie que les gens devront travailler plus longtemps pour être éligibles à une pension.
La nouvelle loi n'entrera pas en vigueur immédiatement, mais après 2030. Actuellement, les personnes ayant travaillé pendant 42 ans sont éligibles à la retraite et reçoivent des pensions, avec des contributions à la fois des entreprises et du gouvernement. Cependant, en vertu de la nouvelle loi, ce nombre augmentera de 42 à 43 années de travail. Le problème est que le gouvernement veut que les gens travaillent quelques années de plus avant de prendre leur retraite. De nombreuses personnes sont mécontentes de cela et certaines villes connaissent des manifestations et des troubles à cause de cela. Un sondage a montré que 70% des gens ne veulent pas travailler jusqu'à l'âge de 64 ans et qu'ils estiment que ce n'est pas juste. Cependant, le gouvernement pense que c'est nécessaire. Il y a deux côtés à l'argument et nous devons considérer les deux pour savoir qui a raison. Aux États-Unis et en Allemagne, les gens prennent leur retraite en général à l'âge de 67 ans. En revanche, en France, l'âge de la retraite est de 62 ans, soit 5 ans de moins. L'âge moyen de la retraite dans le monde entier est de 64 ans. Pour s'aligner sur cette moyenne, une nouvelle loi a été adoptée en France pour augmenter l'âge de la retraite de 2 ans. D'abord, voyons pourquoi le gouvernement veut augmenter l'âge de la retraite. Il y a deux types de personnes dans la population, la population active et la population dépendante. La population active est le groupe de personnes qui gagnent de l'argent pour se soutenir eux-mêmes et leur famille. La population dépendante est une population qui ne peut pas gagner d'argent par elle-même. Une population jeune est très importante pour un pays, car une population jeune est une population productive. Les jeunes ont plus d'énergie. Ils peuvent apprendre de nouvelles compétences et progresser dans leur travail. En France, seulement 22% de la population a moins de 25 ans et 30% ont 60 ans ou plus, ce qui signifie qu'ils sont à la retraite ou sont sur le point d'en prendre. Lorsqu'une personne prend sa retraite, elle cesse de gagner de l'argent, mais continue à avoir des dépenses et avec l'assurance maladie universelle en France, le gouvernement est responsable de leurs dépenses. Cela signifie que le fardeau de soutenir les personnes retraitées repose sur la population jeune, ce qui peut ralentir l'économie. Il est important de préciser que prendre soin des personnes âgées et de la famille est une bonne chose d'un point de vue éthique et moral. Cependant, d'un point de vue économique, cela signifie que la population jeune doit supporter le fardeau financier pour soutenir les personnes âgées. Cela s'explique par le fait que les recettes fiscales générées par la population jeune sont utilisées pour financer les avantages des personnes âgées tels que les pensions et les soins de santé, laissant très peu pour le développement de l'économie. En France, la population productive paye des impôts, mais est incapable de soutenir la population dépendante à la retraite. Le système de retraite français repose sur 3 piliers. La responsabilité incombe au gouvernement et à l'employeur ainsi qu'à l'individu. Le gouvernement français fournit jusqu'à 11 000 € annuellement à chaque personne retraitée, ce qui pèse sur le PIB de la France. En effet, 13% de leur PIB est dépensé uniquement pour les pensions, totalisant 136 milliards de dollars chaque année. Pour couvrir cette dépense, le gouvernement contracte des emprunts, ce qui a conduit la France à avoir le ratio d'endettement sur le PIB le plus élevé en Europe. Le gouvernement souhaite augmenter l'âge de la retraite de 62 à 64 ans pour résoudre le problème d'une population vieillissante. Cela signifie que les gens travailleraient 2 ans de plus et contribueraient à l'économie en payant plus de taxes. Alors, est-ce que toutes ces personnes qui sont descendues dans la rue sont-elles devenues folles? Bien sûr que non. Les personnes manifestant contre l'augmentation de l'âge de départ à la retraite font valoir que le système de pension est un filet de sécurité pour les personnes retraitées. Alors que 2 années supplémentaires peuvent ne pas être difficiles pour des personnes en bonne santé, certains travaillent dans des emplois très stressants, comme les infirmières qui travaillent de longues heures et sont confrontées à des situations difficiles qui ont un impact sur leur santé. Il est donc légitime pour eux de prendre leur retraite à l'âge de 62 ans. Ils ne devraient pas être forcés de travailler 2 ans de plus. De plus, aujourd'hui, les jeunes disent que nous avons payé la retraite de notre génération plus âgée à ce jour et une partie des 11 000 € dont parle le gouvernement provient de la poche des contribuables. Donc, quand nous serons vieux, pourquoi ne bénéficierons-nous pas de cet avantage? Je veux dire, c'est logique, non? Les manifestants disent que travailler 2 ans de plus devrait être volontaire, pas obligatoire. Lorsque les personnes âgées prennent leur retraite, les jeunes prennent leur place. La même chose se produit dans des emplois intensifs en main-d'œuvre comme la construction. Ainsi, si les jeunes âgés doivent travailler de manière obligatoire pendant 2 années supplémentaires, le chômage des jeunes augmentera. Les personnes âgées seront promues et les jeunes devront attendre. Les gens sont mécontents des réformes et protestent de différentes manières, telles que bloquer les trains et refuser de ramasser les déchets.
Le gouvernement essaie d'expliquer pourquoi ces réformes sont nécessaires, mais les protestations n'ont pas cessé. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants. Cependant, le message du gouvernement n'a pas réussi à convaincre les gens d'arrêter de protester. Le gouvernement français va-t-il tomber? Actuellement, 67% des Français veulent que le président Macron démissionne de son poste. Au cours des derniers jours, 2 tentatives ont été faites pour destituer le gouvernement de Macron, mais elles ont toutes 2 échoué. Cela suggère que même si certains dirigeants français reconnaissent que les réformes sont controversées, ils croient toujours qu'elles sont nécessaires. La France a commis de nombreuses erreurs dans toute cette affaire. La France a commis la première erreur en adoptant la loi trop rapidement sans une discussion appropriée. Les manifestants ont affirmé que les réformes proposées n'ont pas été suffisamment débattues ou consultées avant leur mise en œuvre. Une autre erreur commise par la France a été de sous-estimer la culture de protestation française. La France a une longue histoire de manifestations, allant jusqu'à renverser et décapiter leur roi pendant la Révolution française. La France a une forte culture de protestation et le gouvernement n'a pas su le reconnaître. C'est la 3e erreur qu'ils ont commise. Dans toute démocratie, peu importe la qualité d'une réforme, elle devrait être introduite progressivement et non pas subitement. Alors, pourquoi cette vidéo? Nous faisons cette vidéo pour expliquer pourquoi les gens en France sont mécontents des changements apportés aux lois du travail et des pensions. Cependant, ces réformes ne sont pas les seules à avoir suscité des protestations en France ces dernières années. D'autres réformes ont également été très controversées, telles que la réforme fiscale en 2018, la réforme de l'éducation en 2019 et la réforme de la santé en 2020. Nous avons essayé de vous expliquer chaque réforme en détail. Il y a 3 raisons principales à cette colère. Tout d'abord, les gens considèrent Emmanuel Macron comme un dirigeant autoritaire qui privilégie les intérêts des entreprises au détriment de la population générale. Deuxièmement, de nouvelles lois controversées sont adoptées trop rapidement sans suffisamment de consultation, ce qui conduit à un manque de transparence. Enfin, les manifestants estiment que si Macron est préoccupé par l'économie, il pourrait augmenter les impôts sur les riches, plutôt que de rendre la vie plus difficile aux gens ordinaires. Selon une enquête menée en mars 2021 par IFOP Fiducial, le taux d'approbation d'Emmanuel Macron était de 36%, ce qui signifie que seulement 36% des personnes interrogées approuvaient sa performance en tant que président de la France. En revanche, son taux de désapprobation était de 63%, ce qui signifie que 63% des personnes interrogées n'approuvaient pas sa performance. Ces chiffres indiquent que la popularité de Macron auprès du public français est faible. La question qui se pose est de savoir comment Emmanuel Macron a remporté les élections de 2022 malgré le fait que 63% du public français ne voulait pas qu'il devienne président. Bonjour les amis, nous aimerions connaître vos opinions sur Emmanuel Macron. N'hésitez pas à partager vos commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de lui. Vos opinions et perspectives sont précieuses pour nous et nous avons hâte de discuter avec vous dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne et de donner un pouce en l'air à la vidéo. Nous avons de nombreuses autres vidéos qui pourraient vous plaire, notamment sur la récession en Amérique en 2023, les 1000 ans d'histoire du conflit entre la Palestine et Israël et le mystère du triangle des Bermudes. Jetez-y un coup d'œil et restez à l'affût pour plus de contenu passionnant.